Je pense qu'il est 17h33 et on a déjà un nombre important de participants. Donc, on va pouvoir lancer. Viviane, je vous laisse donc la parole. Entendu. Merci beaucoup, Marie, et merci d'avoir pris en charge une grande partie de l'organisation de ce webinaire, je dois le dire. Moi, je me suis intéressée au FIR il y a déjà 3-4 ans, et quand j'ai vu la campagne de questionnement aux âgés du CAC 40, j'ai décidé d'y mettre mon nez avec l'aide de la promotion des Women Board Ready de l'ESSEC de l'an dernier. Pourquoi? Parce que le dialogue actionnarial, on va appeler aussi la démocratie actionnariale, a des particularités en France et que le FIR y occupe une place toute particulière, à la fois quant à la méthode et à la fois quant au sujet. Les dépôts de résolution, qui sont des méthodes utilisées assez souvent aux États-Unis, ne sont pas l'apanage des actionnaires minoritaires en France parce qu'on a besoin d'un certain pourcentage, 0,5% de droits de vote, pour proposer des résolutions dissidentes ou externes. Et donc, les activistes actionnaires, à la fois sur des sujets de gouvernance classique au départ et puis maintenant sur les sujets dits de gouvernance responsable, vont utiliser la question écrite et question orale quand ils en ont l'occasion. Et le FIR s'est distingué en 2020 par une campagne orchestrée de questions extrêmement précises et très intéressantes liées à l'ESG, économie, écologie, sociétale, société et gouvernance, pour interpeller les grands groupes français les plus en vue et non pas leur demander des comptes, mais proposer d'engager précisément ce dialogue sur un certain nombre de pistes en lien avec leur posture et leurs convictions. C'est donc une alternative à ce questionnement, j'appelle ça l'art du questionnement dans mes articles. C'est une alternative à des contraintes plus lourdes, dont des contentieux, dont on pourrait ne pas faire l'économie parfois. On n'est pas en train d'interpeller les entreprises sur des pratiques qui sont vraiment non vertueuses, comme la corruption, des fraudes. On est en train de pousser sur une pratique éthique des affaires. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise responsable aujourd'hui en France? Ce n'est pas seulement celle qui fait de la pure compliance, qui est le degré minimum, on va dire, c'est-à-dire être en conformité avec la loi, les textes, les règlements, les normes. C'est celle qui a une véritable réflexion au plus haut niveau, au niveau du conseil d'administration, sur un certain nombre de postures. On y reviendra dans la table ronde 1. Donc, le FIR, c'est le héros, H-E-R-A-U-L-T, et le héros, H-E-R-O-S, de l'art du questionnement en France. Voilà. Merci Viviane. Je vais juste dire un petit mot d'introduction également sur la campagne de questions écrites du FIR. Et après, on passera aux tables rondes et on aura aussi un moment dédié aux questions, donc à la toute fin de notre webinaire. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure, à les mettre dans le Q&A ou dans le chat aussi qui figure sur Zoom. Donc, juste pour un petit mot de contexte sur l'exercice de questions écrites ESG qui est mené par le FIR depuis maintenant 3 ans. Donc, la première campagne a été lancée en 2020 et menée auprès des entreprises du CAC 40, donc des 40 capitalisations les plus importantes en France. Il y a plusieurs objectifs qui ont guidé le FIR dans cette démarche. Donc déjà, de dire que l'outil de la question écrite permet d'aborder des sujets considérés comme clés pour la responsabilité sociale d'entreprise et donc pour l'investisseur socialement responsable. Il rend public des préoccupations majeures des investisseurs et ça auprès notamment des actionnaires, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et
aussi, il demande à l'entreprise, donc par le biais de sa réponse, de rendre compte publiquement de sa responsabilité auprès de tous ses actionnaires sur chacun des sujets abordés. Comme l'a dit Viviane, l'exercice de questions écrites, et plus particulièrement en France, il permet aussi d'éviter les controverses liées au dépôt de résolutions externes en Assemblée générale qui souvent s'accompagnent de problématiques d'ingérence dans les affaires de l'entreprise, qui est reprochée souvent par l'entreprise. Donc, ça permet à la fois d'améliorer, enfin, en tout cas, l'objectif est à la fois d'améliorer la transparence de l'entreprise sur des thématiques ESG et de lancer un dialogue sur ces thématiques et sur des sujets très précis. Donc, juste pour finir, le FIR a lancé donc désormais sa 3e campagne de questions écrites ESG pour 2020, pour les AG 2022. Nous ferons donc un bilan des 3 années de questions écrites posées à l'issue de cette campagne 2022 et on sera en mesure de faire un bilan sur ces 3 années puisqu'on a conservé dans l'ensemble les mêmes thématiques sur ces 3 années, même si on a reformulé pour essayer à chaque fois de préciser et d'adapter nos questions aux réponses et à leur biais, enfin, et à leur faiblesse. Voilà, un dernier mot, c'est qu'on a cette année réduit notre nombre de questions à 10 à la place de 13 l'année dernière dans le but d'améliorer à la fois la qualité des réponses et de l'analyse. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole pour la première table ronde sur l'éthique des affaires. On a dû sélectionner pour ce webinaire 3 thèmes qui nous semblaient vraiment clés et représentaient à la fois des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises qui sont clés et incontournables aujourd'hui pour une entreprise qui se veut responsable. Donc, je redonne la parole à Viviane pour introduire et nous donner quelques éléments de contexte sur la première table ronde qui concerne donc l'éthique des affaires. Oui, finalement, on commence par la table ronde qui embrasse, on va dire, le plus largement l'ensemble des 12, puis 13, puis 10 questions que poursuit le FIR et que nous essayons d'accompagner de notre mieux, moi avec une logique de juriste et moins de financière. Et donc, c'était finalement pas si difficile que ça de laisser de côté d'autres problématiques en sélectionnant les 3 les plus importantes aujourd'hui. Ma question sur la table ronde 1, elle est simple et en même temps hyper compliquée. C'est quoi une entreprise responsable? Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui a une pratique éthique des affaires. Ça a l'air évident, je crois qu'il y a 2-3 ans, ce n'était pas comme ça qu'on évoquait ces sujets. On parlait de gouvernance au sens strict. Il y avait le CONPEI, il y avait les conventions réglementées, il y avait la composition des boards. Et je crois que le Covid a accéléré une prise de conscience sur l'ESG, qu'on va décliner en RSE voilà, par rapport à la stratégie d'entreprise. La pratique des affaires, c'est quoi? Je vais prendre un exemple que j'ai développé en cours pour montrer que c'était finalement très concret. Faut-il partir de Russie ou faut-il rester en Russie? Si on est dans la stricte compliance juridique, on n'est pas obligé de partir de Russie parce que l'État français ne vous a pas dit à vous, entreprise, sauf Renault, parce que c'est un peu particulier avec le capital d'État, vous devez partir. Il n'y a pas d'injonction légale. Pourtant, quand on gratte un peu en tant que juriste, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de textes qui, interprétés d'une certaine manière, pourraient pousser une entreprise à effectivement se dire
au titre du devoir de vigilance, parce qu'il y a potentiellement une vraie problématique de respect des droits humains. On est en train de voir si on ne va pas qualifier les actions de la Russie de crimes de guerre, mais c'est en point d'interrogation. Si on pousse sur les considérations environnementales, sociétales, désormais du Code civil, là encore, on pourrait se dire, tiens, il y a une question. Et puis, si on prend carrément les entreprises à mission ou les raisons d'être, pour celles-là, la pression est encore plus forte. Si enfin on s'écarte du droit des sociétés et qu'on prend le droit humanitaire, on pourrait, en poussant le bouchon, se dire, dans quelques années, pas tout de suite, mais dans quelques années, on pourrait imaginer que les entreprises qui sont restées là-bas, européennes, pourraient être attaquées dans le cadre de procès pour crimes de guerre, pour complicité, pas directement, mais pour complicité. Vous voyez que je vous emmène très loin sur des suppositions, des supputations, et de toute façon, on n'est pas sur cet horizon-là. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que quand on prend l'exigence d'éthique des affaires, et non plus de compliance et de conformité légale, alors effectivement, la question, c'est est-ce que c'est moral de rester? Et là encore, une fois que j'ai posé la question, je n'ai pas répondu, parce qu'on n'est pas dans des logiques binaires. Je prends un exemple, ça ne me choque pas que Siemens reste, parce qu'il est en train d'assurer la sécurité des centrales nucléaires, et qu'entre nous, je préfère que ce soit eux qui le fassent. Et ça ne me gêne pas que Nestlé ait conservé, en ayant supprimé le reste, la production de lait infantile là-bas. Voilà, c'est ça la différence entre la compliance et puis la pratique éthique des affaires. Pour réatterrir sur des problématiques plus terre-à-terre de société, on va prendre la fiscalité, et je vais aller très vite puisque notre table ronde traitera plutôt, on en a convenu, du lobbying. Ben, c'est la même chose. C'est quoi une pratique éthique en matière de fiscalité? Légalement, en termes de compliance, il y a des différences en droit fiscal dans les États, y compris en Union européenne, même s'il y en a un peu moins, qu'on a fait des efforts. Donc, dans le cadre d'une optimisation fiscale parfaitement légale, les entreprises conseillées et bien conseillées peuvent effectivement jouer une partition. Si cependant on revient à l'éthique et à un concept que j'aime bien, que Le Fir a soulevé dans son rapport sur la pratique fiscale, c'est le civisme des entreprises, alors on envisage les choses autrement et on passe au crible les pratiques fiscales des affaires qui sont peut-être légales, mais qui ne sont peut-être pas très éthiques. Et on va les interpeller sur leur transparence, les déclarations pays par pays sur ce qu'ils payent, les montages fiscaux qui sont amenés à faire. Vous voyez bien où je veux en venir, et on va pouvoir passer à la même déclinaison sur la question du lobbying. Voilà, Marie. Merci Viviane. Donc, je vais donc passer la parole à Agnès Dubois-Collineau, qui est CEO d'Arcturus Group et secrétaire générale de l'Association française des conseils en lobbying et affaires publiques, qui assure donc la transition avec Viviane sur le sujet du lien entre l'éthique et le lobbying. Agnès, je vous laisse la parole. Merci Marie, merci Viviane. Oui, alors le lobbying, effectivement, c'est quelque chose de plus constant en termes de questionnement. Là, la crise russe évoquée par Viviane est un pic. Le lobbying, c'est une pratique qui, dans la plupart des entreprises, est une pratique durable, une pratique récurrente. Et là où c'est très intéressant de se poser la question sur l'éthique et le lobbying, même si a priori ça paraît être une évidence dans la mesure où on se heurte à la légitimité de la défense d'un intérêt particulier par rapport à l'intérêt général, c'est qu'en fait, quelque part, aujourd'hui, la règle en France, elle a été posée somme toute assez récemment, puisque c'est la loi Sapin 2, donc la loi du 9 décembre 2016, qui a été complétée en partie par ensuite la loi de moralisation publique en 2017. Et donc, à l'aune d'une entreprise, et qui plus est d'une très grande entreprise, 5 ans, finalement, c'est
ça reste assez récent. Donc, cette loi, elle existe depuis 5 ans avec des obligations assez particulières puisque la France est allée très rapidement sur un dispositif qui est très complet, qui est sans doute imparfait, mais qui est très complet par rapport à nos voisins européens. À part l'Irlande, il y a peu d'États membres qui aient un encadrement aussi complet. Et en fait, du coup, on se retrouve dans une situation où, avant ce dispositif, certaines entreprises s'étaient véritablement posé la question de la déontologie. Certaines organisations professionnelles, dont les organisations professionnelles dont je fais partie, des professionnels du lobbying, forcément, de manière assez logique, étaient allés vers des logiques de soft law avec des codes de déontologie qui ont d'ailleurs fortement inspiré la loi Sapin 2. C'est le cadre du code de déontologie qu'on avait au sein de l'Association française des conseillers en lobbying. En fait, il y a toute une partie des entreprises qui s'étaient déjà posé cette problématique de la déontologie et où certaines règles qu'elles s'imposaient déjà, finalement, ont été inscrites dans la loi, sont devenues la règle. Donc, quand quelque part, parce que c'est aussi le jeu des entreprises, vous distinguez par ce questionnement sur la déontologie et sur l'éthique, et quand la règle s'applique à tous, qu'est-ce que vous êtes capable demain de faire de plus, de faire de mieux par rapport à ce qui s'impose à tous. Et puis, il y a l'effet inverse, des entreprises qui ne s'étaient encore jamais véritablement posé la question et qui, depuis que cette loi est rentrée en vigueur, ont eu bien évidemment l'obligation de le faire. Donc, par exemple, sur les avancées positives de cette loi, effectivement, cette contrainte de questionnement, elle a conduit un certain nombre d'entreprises, et les petites bien sûr, mais aussi certaines très grosses, à se questionner, est-ce que je fais ou pas du lobbying? Alors, il y a qui s'appelle de la représentation d'intérêts en France. Il y a encore un certain nombre de points qui, de mon point de vue, peuvent être améliorés dans le dispositif législatif et réglementaire actuel, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'entreprises, SBF 120, mais même CAC 40, qui ne sont pas inscrites aujourd'hui au répertoire des représentants d'intérêts de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, ce qui est quand même assez questionnant. Certaines entreprises estiment, et pour en connaître juridiquement, il est vrai qu'elles font par exemple moins de 10 rendez-vous par an avec des décideurs institutionnels. Ça arrive, c'est exact. Donc en droit, elles ont tout à fait le droit de soutenir le fait qu'elles n'ont pas à s'inscrire à ce registre. Mais en même temps, d'un point de vue de la responsabilité, puisqu'en fait, ce registre vient avec tout un panel de transparence sur les actions et les objectifs qui sont poursuivis par les acteurs pendant l'année écoulée. Voilà. Est-ce qu'il est éthique et déontologique aujourd'hui pour une très grande entreprise de ne pas être présente sur un registre des représentants d'intérêts? C'est aussi à ce moment-là, d'ailleurs, pour l'anecdote, à mon avis, c'est assez concomitant, qu'on a eu ce débat entre ONG et entreprises sur plaidoyer d'un côté et lobbying de l'autre, c'est-à-dire le fait qu'à partir de 2017, on se soit tous retrouvés dans ce répertoire en fait, de la représentation d'intérêts. Et bien effectivement, certains acteurs ont ressenti le besoin de se distinguer en fait, et d'expliquer qu'en fait, eux étaient dans un lobbying qui sert l'intérêt général, là où d'autres servaient un intérêt particulier, même si le fait qu'une ONG serve l'intérêt général peut être discuté. Les autres avancées positives de cette loi, c'est effectivement le fait d'avoir des règles déontologiques extrêmement précises. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir baser ses arguments sur des éléments, des données, des informations que l'on sait erronées. Donc, on a aujourd'hui l'interdiction, et c'est inscrit dans la loi, de ne pas tromper le décideur public. Ça en dit long sur effectivement les pratiques qui malheureusement pouvaient peut-être être craintes avant. Et puis, elle offre bien sûr plus de transparence sur les objectifs qui sont poursuivis par les représentants d'intérêts. Et donc, elle permet à tout un chacun et aux citoyens, au premier chef, de s'interroger et de s'informer sur les actions qui sont menées et les objectifs qui sont poursuivis par les représentants d'intérêts. Pour moi, cette loi, elle a encore un certain nombre de limites. Et là, je parle à titre très personnel. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations en fait, qui échappent à ces obligations déclaratives. Et moi, ça me questionne véritablement. Par exemple, les associations d'élus,
Donc aujourd'hui, les associations qui représentent les élus de la montagne, par exemple, ne sont pas concernées par ce répertoire. Or, je ne suis pas du tout sûre que les élus de la montagne aient tout à fait les mêmes intérêts que les élus du littoral. Donc, effectivement, je pense que ça mérite d'être questionné. Il y a aussi un écueil qui me paraît bien plus grave et bien plus questionnable, qui est le fait qu'en fait, les actions que vous devez déclarer sont les actions qui sont à votre initiative. Donc, si demain, l'Élysée vous appelle en vous disant « j'aimerais avoir votre point de vue sur tel projet de loi », cette action n'a pas à être déclarée puisque c'est le décideur institutionnel qui vous a sollicité. Et ça, malheureusement, de mon point de vue, c'est une prime aux très grosses entreprises qui est malheureuse parce qu'effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron a plus de réflexes à discuter avec LVMH et avec EDF qu'avec la PME du fin fond de la Drôme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ce dispositif, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faudrait absolument qu'on arrive à gommer si on veut avoir quelque chose d'équilibré et qui soit équilibré surtout entre les grands porteurs d'intérêt et les plus petits. La qualité des déclarations sur les objectifs poursuivis et les actions menées sont encore très hétérogènes. Alors, je pense que ça s'améliore. La HATVP l'avis de la HATVP sur le sujet pourrait être intéressant. Peut-être que Laurence aussi aura un avis pour Transparency sur le sujet, mais je pense que d'année en année, petit à petit, les représentants d'intérêt suivent les recommandations de la HATVP et donc la réalité de ce qu'il faut déclarer et comment le déclarer pour avoir un objectif qui soit compréhensible commence petit à petit à être la norme. Et le dernier point qui n'est pas souvent soulevé et que là, je soulève vraiment à titre très personnel, c'est qu'en fait, le registre français aujourd'hui est très contraignant dans les éléments déclaratifs à donner, en particulier pour des plus petites structures, c'est-à-dire que ça a un côté un peu répulsif pour les toutes petites structures qui se disent « oh là, mais les obligations de déclaration sont importantes, est-ce que je vais savoir faire ?» mais dans le même temps, elles n'ont pas de conséquences immédiates sur la possibilité de pratique au quotidien. Par exemple, à Bruxelles, le registre interinstitutionnel entre la Commission européenne et le Parlement européen, si vous n'êtes pas inscrit dans ce registre, vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous au Berlaymont, donc au siège de la Commission européenne, donc avec un commissaire ou avec un membre de son cabinet politique. Alors qu'en France, aujourd'hui, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un membre de cabinet ministériel ou un parlementaire sans être inscrit au registre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de contraintes quotidiennes fixées dans notre pratique quotidienne par l'absence de respect de la réglementation en place. Après, la dernière question, et après je m'arrête, c'est est-ce que respecter cette loi suffit à avoir une pratique de lobbying éthique ? De mon point de vue, le lobbying est bien sûr une profession qui est extrêmement sensible et qui nécessite de questionner sans cesse sa déontologie et sa pratique et d'échanger avec d'autres professionnels. Et en même temps, l'éthique et le curseur de l'éthique, elle dépend énormément entre les individus et entre les organisations. Que ce soit d'un point de vue de culture d'entreprise, mais aussi de valeurs, de sujets, c'est-à-dire que certains sont, a priori, à peu près tout le monde serait d'accord pour aller travailler pour Greenpeace ou WWF. Tout le monde n'est pas forcément capable de se dire demain qu'il sera lobbyiste chez Philip Morris International, par exemple. Mais il y a des gens qui sont capables d'aller défendre Philip Morris International, et heureusement, c'est un peu comme dans une logique d'avocat, à partir du moment où cette pratique respecte la loi et vient présenter un intérêt particulier et qui ne se veut que particulier dans le cadre d'un débat public qui vise à prendre la bonne décision in fine dans l'intérêt général. Pour moi, en tant que professionnel, il y a 2 lignes supplémentaires en fait, dans ma pratique en termes de questionnement de déontologie qui s'imposent, en plus du cadre législatif et réglementaire. C'est la nature de la cause. Donc, effectivement, moi, je ne serais pas capable de travailler pour PMI. Et également, l'absence de conflit d'intérêts, puisque en tant que consultante, puisque moi, je suis conseil, je ne suis pas capable, comme ça peut être le cas dans d'autres cabinets, d'avoir des Chinese walls. Je ne peux pas avoir une partie de mon équipe qui travaille pour Renault et l'autre partie qui travaille pour Toyota. Ce n'est pas possible parce que, pas parce qu'on ne ferait pas du bon boulot, mais surtout parce qu'en fait, ce n'est pas juste conseiller comme pourraient le faire des avocats, par exemple, sur des notes juridiques pour 2 acteurs qui interviennent sur un même secteur donné, mais c'est les accompagner pour aller représenter leurs intérêts auprès de décideurs publics. Et donc, c'est quelque part un métier de représentation et je ne peux décemment pas, de mon point de vue, aller voir
un parlementaire, par exemple, et avoir un coup la casquette Renault et le lendemain la casquette Peugeot. Je trouve que là, pour le coup, on est sur un sujet extrêmement sensible qui peut s'apparenter à de la tromperie. Donc ça, c'est pour moi, l'absence de conflit d'intérêt est quelque chose d'absolument essentiel. Et enfin, et j'en finirai là, pour moi, la loi doit aller plus loin et s'attaquer à de vrais sujets. Et pour moi, le vrai sujet, c'est pas, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas l'urgence, l'obligation de sourcing des amendements, par exemple, qui, à mon avis, est un peu utopique, mais c'est plutôt, et je pense que c'est là-dessus qu'on a beaucoup d'efforts à faire en France, les incompatibilités professionnelles et la publication des agendas. C'est-à-dire que, de mon point de vue, aujourd'hui, le cadre législatif et réglementaire pèse énormément sur la société civile, en fait, sur les acteurs privés qui font de la représentation d'intérêts auprès des décideurs publics. Je trouve que la sensibilisation de ces acteurs publics, qu'ils soient élus ou fonctionnaires, à leur propre responsabilité, à leur propre éthique, et peut-être encore à renforcer, puisqu'on le voit dans la pratique quotidienne. Vous avez aujourd'hui des maires adjoints de très, très grandes villes qui sont aussi conseils en affaires publiques et qui, en fait, privilégient certains de leurs clients plutôt que d'autres intérêts dans le cadre de décisions qu'ils votent dans le cadre des délibérations de leur mairie. Bon, ça, c'est un véritable problème et ça devrait malheureusement ne plus exister. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du point de vue de la règle, mais quelque part, ce qui permet de faire évoluer la règle, c'est le questionnement constant de tous les acteurs sur leur déontologie, parce que finalement, je pense que la logique veut que ce qui apparaît comme déontologique chez certains acteurs puisse demain, de plus en plus, influencer la règle et la rendre commune à tous. Voilà, j'en finis. Je te relaisse la parole, Merci Viviane ou beaucoup, Marie. Agnès. Merci, c'était très complet. Je passe tout de suite la parole à Bénédicte Bazy, analyste ESG chez Edmond Rothschild Asset Management, pour nous parler, elle, de la responsabilité du CAC 40, donc, par rapport à leur lobbying. Et donc, cette question s'inscrit dans la campagne de questions écrites du FIR. Bénédicte, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, en effet, c'est intéressant là, ce que vient d'indiquer Agnès, parce que tous ces questionnements, on les a quelque part identifiés et retrouvés dans les réponses que les entreprises nous ont faites dans le cadre de la précédente campagne en amont des assemblées générales. Donc, la question du lobbying, elle a été introduite pour la première fois dans la campagne 2021. C'est un sujet sensible et en effet, et on a voulu décliner la question en plusieurs interrogations afin de guider au mieux les entreprises dans leurs réponses, d'autant plus que c'était la première année qu'on les questionnait sur ce sujet-là. Alors, il est important déjà de rappeler les questions pour une meilleure compréhension de chacun d'entre nous. Donc, sur quoi portait notre question? Sur plusieurs points. On les interrogeait sur leur pratique, comment leur pratique de lobbying était formalisée et comment s'intégrait-elle dans la stratégie RSE de leur groupe. Le second axe de questionnement portait sur la description de la chaîne de responsabilité de l'entreprise en matière de lobbying ou de relations institutionnelles diverses, on va dire. Ce qui nous intéressait, c'était dans quel cas l'organe de contrôle de l'entreprise, donc que ce soit le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, peut-il ou doit-il être saisi par rapport à ces sujets-là. Et le dernier axe portait sur quels étaient les éléments qui se rapportent à ces activités de lobbying sont rendus publics par l'entreprise. Donc là, on les questionnait notamment sur quel budget allouer, quels sont les sujets, quels sont les objectifs de leurs activités de lobbying. Et pour cela, comme pour toutes les
les questions qui ont été portées en amont des assemblées générales, on a évalué les réponses des entreprises selon une grille qu'on a définie d'évaluation allant d'une notation de 0 étoile à 3 étoiles. Alors, brièvement, quels sont les enseignements de cette campagne 2021? Alors, le premier enseignement, et à mon avis qui est le plus évident et qui va bien illustrer ce que disait Agnès tout à l'heure, c'est qu'on a, lorsqu'on a analysé les réponses reçues des 40 entreprises du CAC 40, l'élément le plus marquant, c'était les écarts de maturité dans la réponse que selon les émetteurs. Alors, il y a un premier groupe qui s'est dégagé et sans aucune surprise, compte tenu notamment de l'existence du cadre légal en France, force est de constater qu'une très grande majorité des entreprises ont obtenu cette étoile symbolique, tout simplement qui reflète le fait qu'ils sont en capacité de décrire les grands principes de leurs activités de lobbying et de nous indiquer que, conformément à la loi, ils se sont enregistrés auprès à la fois des responsables publics français, mais avec le répertoire des représentants d'intérêt de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, si je ne dis pas de bêtises, mais également, comme c'est des groupes très internationaux, auprès des autorités compétentes américaines, par exemple, ou dans d'autres, ou au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment la réponse, je dirais, le minimum syndical, on va dire, quoique il y avait un certain nombre, 4 entreprises qui tout simplement nous ont indiqué qu'elles n'étaient pas concernées par le sujet, qu'elles ne pratiquaient pas d'activité de lobbying et que donc elles n'avaient pas à répondre quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans des très grands groupes, hein, donc on en revient à la remarque d'Agnès tout à l'heure sur sur l'appropriation par des grands groupes, pas uniquement des petits groupes, de ces questions de lobbying. Et est-ce qu'ils font véritablement du lobbying ou en tous les cas, est-ce ils perçoivent le fait qu'ils en font réellement. Donc ça, c'est intéressant. Alors, donc là, il y avait à peu près, on a eu 33 entreprises sur 40 qui ont obtenu au moins une étoile, voilà, au minimum une étoile. Et 18 sur les CAC 40 en ont obtenu qu'une seule, donc pas au moins, mais une seule. Ensuite, vous avez un deuxième paquet, donc ça représente environ 11 sociétés qui ont obtenu 2 étoiles. Donc là, on a jugé que la réponse était plus élaborée. Leur réponse était davantage élaborée. Ce qui était intéressant, c'est que pour plusieurs points, certaines entreprises nous mentionnaient que leurs activités de lobbying s'inscrivaient bien dans la politique RSE du groupe. Donc, ils avaient bien fait le lien entre les deux. Et c'est d'autant plus clair lorsqu'on les avait questionnés sur leur rattachement en quelque sorte, quelle était la direction en charge des activités de lobbying. Et là, on voyait bien que certains nous ont répondu, eh bien, c'est la direction des affaires institutionnelles, c'est la direction générale, et puis d'autres nous ont répondu, c'est la direction du développement durable. euh, et donc, c'est là où on matchait bien les réponses entre lien avec la RSE. Voilà, donc quel comportement aussi responsable doit-on avoir par rapport à ces sujets-là. Donc ça, c'était intéressant. Certaines nous ont mentionné la nature de leurs engagements. Donc ça, c'était également un point important, mais on verra bien qu'on est resté un petit peu sur notre faim, donc ça va nous amener à creuser ces réponses-là. Et puis, un certain nombre nous ont mentionné l'exercice de leurs activités de lobbying via des organisations ou des fédérations professionnelles. Donc ça, c'était un point important. Alors, ce qui était intéressant, c'était donc ça a été mentionné, elles ont cité. Rares ont été les entreprises qui nous ont précisé l'objet. Quelle était la nature de l'engagement qu'ils portaient auprès de ces organisations. Et puis, et ça sera l'objet du questionnement de la campagne 2022. Ce qui était intéressant de voir, c'était quelles étaient leurs positions, enfin, lorsqu'elles étaient en désaccord ou si l'engagement portait sur une activité qui pouvait être controversée. Quelle était leur position à eux en tant qu'entreprise par rapport à la position prise par la fédération. Et ça c'est un point pour nous qui est important. Voilà, mais globalement, rares ont été les entreprises qui ont atteint
nos 3 étoiles, et du reste, on n'a pas été très, il faut reconnaître qu'on n'a pas mis le niveau d'exigence pour la première année très, très élevé, mais enfin, il a fallu quand même souligner le fait qu'un certain nombre d'entreprises faisaient preuve d'un niveau de transparence et d'une qualité globale dans leurs réponses très supérieure. Donc, il y a 4 entreprises sur les 40 qui ont obtenu ces fameux 3 étoiles. Alors, l'autre grand enseignement, et je vais terminer par ce point-là, c'est que là, il existe des marges de progrès significatives, hein, clairement, qu'on a bien identifiées. Je vais les résumer en trois axes, hein. Le premier axe, c'est la nécessité d'avoir on se doit d'avoir le détail des actions menées, même pas forcément l'exhaustivité de leurs actions, mais au moins parmi les opérations, les actions prioritaires, avoir un degré de détail un peu plus fourni. Comme je le signalais préalablement, ce qui nous importerait, c'est de mieux percevoir l'alignement de la position du groupe par rapport à une organisation, une fédération professionnelle, parce que ça, c'est un point important pour nous. Et puis, il y a toute la question sur les moyens, hein, que ce soit humains ou financiers, alloués à ces activités de lobbying. Et là, on a eu des réponses qui se comptent sur le doigt d'une main, d'entreprises qui nous ont dit X personnes ou X millions, hein. Donc, c'est quand même. Et là, on a en plus affaire à des groupes très internationaux où on a bien conscience que le périmètre de reporting, il est qu'une partie de leur spectre d'intervention, hein. Là, on va parler de reporting sur la France, sur l'Union européenne ou sur les États-Unis, mais partout ailleurs, on n'a pas une profondeur d'analyse, mais au moins sur des marchés clés, ça serait intéressant d'avoir plus de transparence. Voilà, donc tout ça pour dire que on va poursuivre, c'était la première campagne, donc l'année 2022 marque cette deuxième session. Donc on a reformulé quelque peu la question au regard des premières réponses qu'on a obtenues en 2021. Et cette fois-ci, pour conclure, on a donc articulé cette question autour de 3 interrogations, de la même manière que l'année dernière. Avec le même souci, c'est pousser les entreprises à plus de transparence dans leurs réponses. La première, premier axe, première interrogation, je dirais, c'est toute basique. Publiez-vous une charte de lobbying responsable? Voilà, parce que on s'est aperçu l'an passé que 12 entreprises uniquement sur 40 réponses nous disaient qu'elles avaient publié une charte de lobbying responsable. Donc ça nous paraît être le postulat de base. Ça nous semblait assez évident, mais ça ne l'est pas, puisque que 12 sur 40 l'ont mentionné. Le seconde interrogation, c'est donc êtes-vous membre d'associations professionnelles, groupes d'intérêt? Et si oui, donc quelles actions menez-vous pour réorienter les positions de ces associations? Ça, c'est le problème de l'alignement ou non-alignement. Et puis, le troisième axe de cette question, donc c'est quels moyens humains et financiers consolider, donc là, sur l'ensemble du périmètre d'intervention de l'entreprise, donc quels moyens allouez-vous à la représentation d'intérêts? Voilà en quelques mots, j'espère que je n'ai pas trop débordé, Marie, une synthèse rapide de cette première année de questionnement. Et je te laisse la parole pour Merci beaucoup, Bénédicte. Merci. introduire Laurence. Oui, tout à fait. Laurence Fabre et Kevin Garnier qui seront donc nos derniers intervenants sur cette table ronde et donc qui sont respectivement responsables programme secteur privé et chargés de plaidoyer et d'accompagnement chez Transparency International et qui vont donc nous donner leur point de vue sur cette problématique donc de lobbying éthique. Je vous laisse la parole, Laurence et Kevin. Merci. Merci beaucoup, Marie. Je vais peut-être, avant de laisser la parole à Kevin, qui est spécifiquement en charge des questions de lobbying à Transparency International, vous remercier d'abord pour cette invitation et cette occasion de partager nos points de vue sur le sujet. Vous avez indiqué, Viviane, que la compliance et l'éthique étaient deux choses tout à fait différentes. On peut partager ce point de vue et vous dire que Transparency International, qui est une organisation de la société civile, est une organisation qui travaille sur l'engagement et donc bien au-delà des questions de compliance, et très spécifiquement sur les questions de corruption et de flux financiers illicites de manière un peu plus large, puisque la corruption a aussi son revers de la médaille qui est le blanchiment, par exemple, mais
que le sujet de la corruption a conduit Transparency en France à s'intéresser bien évidemment aux questions de lobbying, dans la mesure où le lobbying peut être une niche et un support d'un certain nombre d'actions en lien avec la corruption. Et le travail que nous faisons, au-delà des positions que nous prenons sur le sujet, est un travail que nous faisons de manière extrêmement concrète avec les entreprises. Nous avons un forum des entreprises engagées, qui sont des entreprises avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous travaillons aussi les positions que nous prenons et que nous testons auprès de ce forum, qui comprend aujourd'hui une trentaine d'entreprises, plutôt des grands groupes, et avec lesquels nous partageons l'expertise et l'expérience du mouvement, à la fois la section française, mais évidemment le mouvement qui est international et qui est plein de ressources sur un certain nombre de sujets, puisque nous sommes présents dans un peu plus de 110 pays dans le monde, et nous travaillons à l'engagement des acteurs, engagement sur les questions de corruption et engagement sur les questions de lobbying, notamment à travers des chartes de la co-construction d'outils communs entre Transparency et les entreprises pour un lobbying responsable, et que nous publions d'abord en 2015 et nous l'avons réactualisé en 2019 et nous allons le réactualiser en 2022 pour identifier des prises de position par les entreprises qui correspondent à notre plaidoyer en matière de lobbying. Et il nous semble absolument essentiel sur ce sujet d'associer pleinement les entreprises aux travaux que nous menons en termes de transparence et de meilleur engagement des acteurs sur ce sujet. Et donc, ce forum est le lieu où nous partageons ces bonnes pratiques, où nous pouvons discuter ensemble aussi des difficultés que peuvent poser un certain nombre de choses, et notamment la question des déclarations qui ne sont pas, Agnès le disait, forcément très efficaces en termes de traçabilité de ce que nous appelons l'empreinte législative, puisque notre finalité, c'est qu'au fond, le citoyen puisse avoir une bonne vision de la façon dont la loi, par exemple, s'est construite, et qu'il puisse apprécier aussi les acteurs les différentes positions qui ont conduit à un certain nombre parfois de compromis. Et aujourd'hui, évidemment, c'est la lisibilité grâce aux outils qui sont fournis par le législateur ne vont pas, à notre sens, suffisamment loin, et c'est dans le cadre de ce forum que nous en discutons. Je laisse tout de suite la parole à Kevin, qui est très spécifiquement en charge des positions de Transparency sur ce sujet. Merci beaucoup, Laurence. Alors, effectivement, Agnès l'a rappelé, le cadre légal français qui encadre depuis 2016 la pratique du lobbying, il est très lacunaire. Donc, se conformer, être compliant à ce cadre légal, ce n'est pas nécessairement faire un lobbying éthique. Et d'ailleurs, avec un minimum de mauvaise volonté et un conseil juridique un peu malin, on peut très bien passer sous les radars et faire un lobbying tout à fait opaque, sans avoir absolument aucune obligation légale de le déclarer. Ça illustre bien qu'il y a vraiment une différence entre la conformité légale et l'éthique, surtout sur un sujet aussi sensible que le lobbying, qui est tout simplement l'implication politique des entreprises dans la vie de la démocratie. Nous, en gros, on se base sur deux leviers pour espérer pousser un lobbying plus transparent de la part des entreprises. Le levier qu'on privilégie évidemment, c'est l'incitation positive. Laurence l'a rappelé à travers ce qu'on fait avec le Forum des entreprises engagées. Mais il y a aussi des incitations négatives, mais qui restent aujourd'hui largement sous-utilisées pour le lobbying. La haute autorité, elle n'a fait aucun signalement au procureur pour lobbying non déclaré jusqu'à maintenant. Elle commence à faire de plus en plus de mise en demeure auprès de lobbyistes qui n'auraient pas déclaré leur action de lobbying. Commence à faire des contrôles sur pièce et sur place. Mais pour l'instant, ça n'a débouché sur rien. Donc, on espère pouvoir se reposer surtout sur l'incitation. Il y a trois grands leviers pour nous pour mener un lobbying éthique. Le premier, il a largement été détaillé, c'est celui de la transparence. Nous, ce qu'on demande aux entreprises et également aux associations, moi aussi je passe beaucoup de temps à demander aux autres ONG avec lesquelles on travaille
ce qu'elle faisait la déclaration auprès de l'autre autorité la plus complète possible, parce qu'il y a encore quelques années, il y a des ONG qui étaient persuadées que le cadre légal d'encadrement du lobbying, ça ne s'appliquait pas à elle. Aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Et ce qu'on demande notamment, c'est qu'il y ait une publication des notes de position. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est vraiment, il nous semble, le moyen le plus efficient en termes d'investissement temporel et de rentabilité, en matière de transparence pour avoir un lobbying éthique. En regardant les questions du FIR, qui sont super intéressantes, c'est vraiment une mine d'or ce questionnaire, j'ai vu par exemple que, entre autres, il y avait la BNP Paribas qui publiait un ensemble de ses principales notes de position qu'elle transmettait aux décideurs publics. Voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait voir se développer plus généralement. Et on peut tout simplement mettre un petit lien URL dans la case facultative de l'action de la déclaration auprès de la haute autorité. Voilà, ça prend 2 secondes et c'est extrêmement transparent. Pourquoi est-ce qu'on prône cette transparence? C'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'assurer une cohérence des messages défendus par l'entreprise. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement accru du reporting extra-financier des entreprises. Il y a les entreprises à mission avec la loi Pacte. Il y a aussi la directive CSRD qui est en négociation au niveau européen. Et pour l'instant, dans les propositions de directives qu'on a, on a bien un reporting des activités politiques des entreprises, dont les activités de lobbying qui figureraient au sein de ce reporting extra-financier renforcé. L'intérêt, c'est bien de s'assurer qu'il y ait une cohérence entre la stratégie publique de l'entreprise et les actions de lobbying qu'elle mène concrètement auprès des pouvoirs publics, et d'éviter qu'il y ait tout simplement du greenwashing qui est aujourd'hui de plus en plus traqué par la société civile. Il y a des associations qui vont jusqu'à essayer de créer du contentieux autour de ce greenwashing sur la base de pratiques commerciales trompeuses. Donc on peut imaginer dans le futur, je ne sais pas, du contentieux sur la pratique commerciale trompeuse si jamais il y avait une différence entre ce qui est prôné publiquement par l'entreprise et ce qui est défendu effectivement auprès des pouvoirs publics quand il y a des réglementations qui remettent en cause son business model directement. Deuxième enjeu plus rapide, c'est celui de l'intégrité. Bon, c'est assez marginal en réalité, des pratiques de corruption sur des actions de lobbying, ça existe assez peu. Heureusement, en France, on a réglé l'essentiel du problème avec l'interdiction de financement des partis politiques par des personnes morales qui causaient une grande partie des problèmes. Ça existe encore dans des pays comme les États-Unis avec les super PAC. J'ai vu dans le questionnaire du FIR qu'il y avait des entreprises qui s'interdisaient carrément, même quand c'était légal, de financer tous les partis politiques. Ça peut être un exemple de pratique éthique qui va au-delà de la loi. Et un autre exemple de pratique tout à fait légale, mais là aussi qui peut questionner en termes d'éthique de lobbying, c'est le recrutement d'anciens responsables publics. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche un ancien député, un ancien sénateur de se reconvertir immédiatement après ses fonctions en tant que lobbyiste et d'aller démarcher ses anciens collègues au nom de son entreprise ou de son lobby. On espère que ce sera encadré dans le futur. Pour l'instant, il n'y a pas d'encadrement en France. Ça existe dans d'autres pays comme les États-Unis. Mais si on veut faire un lobbying éthique, on peut s'empêcher d'avoir ce genre de pratique. Et dernier axe, avant de conclure, c'est un axe qui est souvent sous-estimé, c'est l'axe de l'équité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on défend, c'est que les différences de moyens financiers entre des grandes entreprises d'une part et des petites associations d'autre part ne créent pas un déséquilibre en termes de voix, d'accès aux responsables publics. Alors ça repose autant sur la responsabilité des entreprises, tout simplement éviter de faire des poursuites bâillons abusives auprès d'associations qui dénonceraient des pratiques, mais ça repose aussi surtout sur le responsable public lui-même qui a la responsabilité d'aller consulter l'ensemble des parties prenantes avec des mécanismes de consultation ouverts et transparents. Voilà, donc ce sont les trois grands axes sur lesquels il nous semble qu'on peut mener un lobbying éthique dans les entreprises.
Merci beaucoup, Kevin. Merci à tous. Sans plus attendre, je vais introduire la deuxième table ronde sur le climat, pardon, puisqu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, je compte sur tout le monde pour avoir une cadence plutôt énergique. Donc, la deuxième table ronde porte sur la lutte contre le changement climatique et plus particulièrement l'évaluation de l'alignement des entreprises avec les objectifs de l'accord de Paris. Et nous aurons 3 intervenantes pour cette table ronde. Et en premier lieu, Françoise Drouet, qui est une membre de la promotion 2021 du programme Women Board Ready de l'ESSEC, aussi présidente de Pixilis Conseil Gestion, qui a analysé la question du FIR portant sur la thématique donc, de l'alignement des CAPEX avec les objectifs de l'accord de Paris et va nous parler des principales tendances qui sont ressorties des réponses du CAC 40. Merci Françoise. Merci Marie et bonsoir à tous. Eh bien, donc effectivement, dans le cadre de notre programme Women Board Ready, nous avons fait au cours du deuxième semestre 2021 un exercice en groupe qui consistait en fait à filtrer les travaux du FIR et le questionnement du FIR selon 4 grands thèmes. Et le premier grand thème sur lequel nous avons travaillé, c'est l'écologie. Et avec une question principale qui consistait, et je vais la lire comme ça, ce sera clair pour tout le monde, pour être en ligne avec les accords de Paris, quels sont les montants de CAPEX à horizon 2025? Comment sont-ils répartis entre CAPEX de maintenance et de croissance? Et quelle est la répartition géographique? Donc voilà les questions qui ont été posées aux 40 entreprises du CAC. Et nous avons donc cherché, face à ces réponses, à les comparer aux documents officiels, à les comparer à la communication officielle que ces groupes font par ailleurs, à les commenter et à les évaluer en fait en parallèle par rapport à l'exercice que faisaient les analystes du FIR. Et en fait, nous avons fait cette évaluation en aveugle et nous avons eu une séance de comparaison de nos analyses. En fait, ce sujet, parmi les questions, est celui qui, je dirais, est le plus mûr, même si dans le groupe des 40, on trouve encore, j'ai entendu qu'il y avait écart de maturité sur un autre thème, et bien là aussi, on voit, même si ce sujet est mûr, que toutes les entreprises ne sont pas égales dans leur préhension du sujet et leur façon de l'intégrer à leur stratégie plus générale. Et je ne parle pas non plus de leur disponibilité à répondre au questionnement du FIR, où là, il y a aussi des efforts à faire pour certaines entreprises. En fait, nous avons fait quelque part un best-of et analysé quelles étaient, selon nos critères, les meilleures entreprises et puis les mauvaises, et un groupe, je dirais, d'une moyenne plutôt haute. Et donc, j'arrive à l'essentiel. Les meilleurs, ce sont ceux qui avaient une stratégie claire et détaillée, pas forcément quantifiée, à la différence du FIR. Ça, c'est une de nos différences. On a estimé que le fait de donner des montants de CAPEX n'était pas... de ne pas donner des montants de CAPEX n'était pas dirimant si par ailleurs la stratégie était bien explicitée. Deuxième point pour être dans les meilleurs, des plans d'action et des CAPEX bien spécifiés et qui montrent surtout qu'une démarche concrète est à l'œuvre dans l'entreprise. Troisième point important, la mention d'une référence au scope 1 et 2, voire au scope 3 pour certaines des entreprises, et le fait de les intégrer, d'intégrer ce scope 3 montrait justement une maturité importante. Et enfin, quatrième point, un vrai accompagnement des parties prenantes et donc une vigilance à un écosystème au-delà de sa propre vision de la démarche environnementale. Donc, 5 entreprises sur 40 ont vraiment été jugées excellentes et globalement, c'est une petite vingtaine qui
ressortent dans les bons. Dans les mauvais, il n'y en a pas énormément, heureusement, et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais 3 raisons qui nous ont fait les classer dans les mauvais. Une réponse, c'était tout simplement de ne pas communiquer. Là aussi, comme par rapport à la première table ronde, il y a des entreprises du CAC 40 qui ne veulent pas communiquer sur des questions pourtant assez simples. Et d'autres font le pas de côté, c'est-à-dire qu'ils répondent en disant on attend la taxonomie européenne pour pouvoir communiquer de manière officielle, formelle, etc. Ce qu'on a jugé comme une réponse facile parce que d'autres entreprises du CAC 40 ne le faisaient pas. Deuxième raison pour être mal appréciée dans notre classement, des entreprises toutes simples qui ne se sentent pas concernées. Et il y a 2 secteurs qui nous ont un peu surpris, les médias et les services. Alors évidemment, par rapport à des sociétés industrielles, en matière d'investissement, elles sont moins impliquées, mais on a considéré que c'était une vision de court terme et que dans le cadre de responsabilité indirecte, là aussi par rapport à leur écosystème, il allait sans doute falloir qu'elles fassent des progrès assez significatifs. Et enfin, le dernier secteur qui parle beaucoup de progrès vers la décarbonation, et c'est notamment le secteur automobile, mais qui en fait, à part parler de l'électricité, n'a pas donné grand-chose de précis, et c'est un regret qu'on a eu. Pour parler un petit peu de notre moyenne de société, alors en fait, on a eu des choses qui nous ont plu, mais qui n'étaient pas suffisamment précises pour pouvoir aller dans le peloton de tête. Il y avait des choses précises sur les gaz à effet de serre, sur des CAPEX associés à des actions de réduction de ceux-ci, voire pour certains des retours sur investissement dans le cadre de réduction d'impact carbone de sites industriels. Une entreprise a parlé d'un fonds carbone qu'elle était en train de mettre en place et sur lequel elle allait s'appuyer pour faire ses investissements. D'autres ont parlé d'outils de pilotage pour suivre, parce que ce qu'il faut bien voir, et ce qu'on a vu dans ces réponses au questionnaire, c'est qu'on est dans une matière qui est encore, j'ose dire, work in progress, à la fois en termes de reporting et à la fois en termes d'évaluation d'impact. Et donc, on est dans des groupes qui sont multiformes, multigéographies, et pour eux, c'est quand même très compliqué d'avoir une vision homogène, et leur caractère centralisé versus décentralisé ne simplifie pas toujours d'avoir des réponses simples et surtout relativement synthétiques pour donner aux FIR et à ceux qui lisent les réponses aux questions une appréciation qui soit juste de ce qu'elles font en réalité. Et donc, il peut y avoir des entreprises qui, par les réponses, ont pu quelque part sous-estimer la réalité de ce qu'elles font. Enfin, et je m'arrêterai là, dans les axes de progrès pour l'avenir, il nous a semblé que se caler sur les actions scope 1 et 2 et scope 3 pouvait être un élément de questionnement qui pouvait être pertinent et faciliter à la fois l'appropriation par les entreprises de ce cadre de lecture et aussi pour la grille d'analyse pour le futur. Et enfin, deuxième point, il y avait dans la question donc une différenciation entre les investissements de croissance et les investissements de maintenance. On s'est dit qu'il y avait sans doute à réfléchir aussi sur les investissements d'optimisation de coûts qu'allait devenir l'empreinte énergétique dans le futur versus des investissements de business développement et d'opportunités que ces nouveaux marchés d'efficience énergétique allaient apporter sur un certain nombre de secteurs avec le corollaire d'innovation dans la décarbonation.
voilà l'essentiel de ce que nous avons pu analyser et synthétiser sur ces documents extrêmement riches. Merci beaucoup, Françoise. Donc, on voit que la question du FIR portait sur le lien entre les CAPEX et l'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris, mais on voit aussi que pour une analyse complète des stratégies d'entreprise, on a besoin d'une analyse multicritère. Donc, Nathalie Layani, en tant que directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts, pourriez-vous nous expliquer quelle place est accordée par votre organisation à l'analyse des CAPEX parmi l'ensemble des critères évalués pour comprendre et bien cerner la stratégie d'une entreprise? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'intervenir. Donc moi, j'interviens avec la casquette d'investisseur responsable qui gère un portefeuille de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, donc des actions, des obligations d'entreprise. Et la Caisse des dépôts fait partie des fondateurs, des investisseurs fondateurs de la Net Zero Asset Owner Alliance, qui réunit des investisseurs institutionnels qui ont pris l'engagement de décarboner complètement leur portefeuille d'ici 2050 avec des objectifs intermédiaires tous les 5 ans. Je voudrais dézoomer juste une seconde pour expliquer pourquoi c'est tellement important en fait que à la fois les investisseurs en effet vérifient l'alignement sur les objectifs des accords de Paris des entreprises qu'elles ont en portefeuille et pourquoi il faut que les entreprises le fassent. À la COP26, je ne sais pas si vous avez tous vu ça, mais 450 investisseurs institutionnels se sont mobilisés dans une alliance pour indiquer qu'ils prenaient cet engagement de neutralité carbone de leur financement à horizon 2050. Ça représente 130 000 milliards d'actifs sous gestion. Vous imaginez si ces 130 000 milliards d'actifs sous gestion sont alignés à 1,5 degré net zéro 2050, on peut peut-être arriver à contribuer à la réussite de l'objectif 1,5 degré. Évidemment, on pourra toujours critiquer ce qu'il y a derrière ces 130 000 milliards, j'ai même du mal à le dire. On pourra critiquer les doubles comptages, etc. Mais il y a vraiment un mouvement massif à l'œuvre dans le monde de la finance, dans le monde des investisseurs. D'où l'importance de bien vérifier leurs engagements et de bien vérifier ce qu'ils demandent aux entreprises qu'ils ont en portefeuille. Et donc, qu'ils utilisent des outils de dialogue actionnarial tels que ceux que le FIR a testés. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour assurer cet alignement à 1,5 degré de nos portefeuilles? D'abord, on a élaboré une politique transparente dans laquelle on a défini nos critères d'engagement actionnarial. Et ce qu'on demande aux entreprises, c'est... Alors, on a des critères généraux pour toutes les entreprises en portefeuille, donc toutes les entreprises du CAC 40, et puis on a des critères spécifiques pour certains secteurs qui sont particulièrement exposés, comme le secteur de l'énergie, bien évidemment. D'abord, on demande à toutes les entreprises d'avoir une stratégie d'alignement 1,5 degré et non pas 2 degrés, non pas below 2 degrés, en dessous de 2 degrés, mais vraiment à 1,5 degré. On leur demande que cette stratégie couvre les 3 scopes, on vient d'en parler, donc 1, 2 et 3, parce qu'on estime qu'en fait, c'est vraiment sur le scope 3, c'est-à-dire les services fournis, les biens fournis, que les impacts sont les plus tangibles. Et on leur demande que cette stratégie soit appuyée sur la science et donc sur des référentiels reconnus internationalement et qui eux-mêmes se basent sur des scénarios reconnus par le GIEC, l'AIE, enfin des instances internationales et qui ont des analyses scientifiques. Donc, soit Science-Based Target, soit ACT, qui est la version française, qui a été définie par l'ADEME et qui a travaillé avec des entreprises du monde entier pour faire ce référentiel. Et puis, pour le secteur de l'énergie, donc les secteurs les plus exposés, on utilise cet outil CAPEX pour surtout voir si les entreprises du secteur des énergies fossiles, pétrole et gaz, elles-mêmes diversifient leur activité et s'orientent massivement vers les énergies renouvelables. Et donc, le CAPEX le plus intéressant pour nous, pour ces entreprises-là, c'est le CAPEX d'investissement dans les énergies renouvelables.
Pour, bien sûr, une entreprise du secteur de l'automobile, ça ne va pas être le même CAPEX qu'on va regarder, ça va être les investissements dans les voitures électriques et les voitures bas carbone, etc., etc. Donc, en fait, cet outil du CAPEX, c'est un outil essentiel, mais qui doit bien sûr s'intégrer dans une stratégie qui ne peut pas être regardée tout seul. Et je pourrais vous indiquer quels sont les autres indicateurs que l'on regarde, et qui doit être décliné secteur par secteur. Les autres indicateurs que l'on regarde, c'est également des cibles de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Bien sûr, on veut qu'elle se fixe des objectifs tous les 5 ans. Et surtout, et je vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais répondre à vos questions, on va leur demander aussi de nous faire la démonstration que d'abord, elles vont éviter les émissions, qu'ensuite elles mettent en place des outils pour les réduire et qu'elles utilisent en dernier recours la compensation. Donc, on est vraiment sur une approche ERC comme pour la biodiversité. Voilà, donc l'étude du FIR est très utile pour nous puisque en fait, elle nous permet déjà de sélectionner, d'enlever un certain nombre d'entreprises qui d'abord n'ont pas de stratégie 1,5 degré, mais plutôt une stratégie 2 degrés, ou qui n'ont pas de stratégie du tout, ou qui ne regardent que les 2 premiers scopes et pas le 3e, et vraiment de se concentrer ensuite sur les autres, et aussi de leur demander de nous montrer comment elles font ça dans une optique de transition juste. Donc on leur demande beaucoup de choses, mais on leur demande aussi de nous donner des éléments sur la formation, la reconversion des salariés. Ça, c'est pour le dialogue actionnarial. Je ne vous ai pas parlé de nos engagements d'exclusion, mais évidemment, pour arriver à cet alignement 1,5 degré de nos portefeuilles, on exclut tous les secteurs qui ne sont pas transformables. Le charbon, les énergies non conventionnelles, etc. etc. Merci beaucoup, Nathalie. Effectivement, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais malheureusement, on est contraint par le temps. En revanche, vous avez le chat et puis il est évidemment possible de poser des questions à la suite du webinaire. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Monica de Virgilis, présidente de Chapter Zero France, qui est une association promouvant davantage d'engagement de la part des administrateurs sur les sujets liés au climat. Donc, Monica, chez Chapter Zero France, comment analysez-vous l'importance donnée aux critères des CAPEX dans la revue des stratégies climat par les conseils d'administration et comment les entreprises peuvent progresser sur leur transparence par rapport à ce sujet? Et enfin, rapidement, comment les administrateurs peuvent monter en compétence sur les sujets climatiques? Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invitée. J'admire l'approche du FIR, je l'apprécie beaucoup, je trouve que les questions sont remarquables et je suis une grande fan de Viviane et son engagement et son authenticité. Donc, ravie d'être là avec vous tous. Alors, le sujet des CAPEX prospectifs est un sujet qu'on commence à discuter activement au sein de Chapter Zero. La question est très difficile. Ce n'est pas une question facile. J'ai écouté Nathalie, je suis d'accord avec toi. C'est un outil essentiel pour les investisseurs de connaître les CAPEX, de maintenance, de nouveaux CAPEX. C'est facile de traiter le cas de renouvelables par rapport aux énergies fossiles, mais prenons le cas d'une entreprise de transformation qui achète de la matière, qui la transforme, qui utilise de l'énergie pour la transformer, qui la vend, et ces objets, ces machines sont utilisées et sont conçues par des techniciens, des ingénieurs. Ensuite, donc il y a toute une articulation compliquée, et tout ça doit être transformé de A à Z, de ce qu'on achète, en fait, parce que la transformation de l'industrie pour s'aligner à l'accord de Paris, c'est un détricotage massif de A à Z de la façon dans laquelle on fait les choses. Donc, et puisque c'est de partout, estimer précisément le CAPEX prospectif, même on peut dire seulement 2025. Oh, c'est demain, tu devrais le savoir. Mais en fait, c'est vraiment une question difficile. Et c'est estimer
parce qu'en fait, finalement, on part de l'engagement SBTI, on parle de l'engagement net zéro, donc ça fixe une deadline, une échéance. À partir de ça, on développe un plan. Ce plan-là, on doit l'articuler dans des échéances. Ensuite, mesurer ce que ça va coûter, un CAPEX, un OPEX. Donc, c'est un travail majeur. Et c'est un travail majeur qu'on fait aujourd'hui sur des années, voire des décennies, sur des hypothèses qui vont bouger, des coûts qui vont bouger, des technologies qui vont devenir disponibles à un coût qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, je ne veux pas passer l'image de quelqu'un qui est réticente, mais c'est un exercice très difficile et le faire précisément, moi je dirais juste que c'est impossible. Et donc ensuite, il y a la question de la disclosure. Une fois, imaginons la société parfaite, l'entreprise, disons, idéale, qui a le plan, qui l'a décliné, qui a calculé, Alors maintenant, il y a une question de disclosure. Donc, discloser un CAPEX prospectif et non pas un CAPEX engagé est un thème nouveau. Et donc, vous avez posé la question comment on discute, qu'est-ce qu'on discute au sein de Chapter Zero, au sein de petits groupes à huis clos. Mais la question est là, comment on le traite? Comment on le raconte? Quelle application de donner un chiffre, de l'annualiser sur un CAPEX prospectif sur des hypothèses qui sont mouvantes. Donc, ça veut dire donner des éléments de valuation de la société, ça veut dire peut-être demain de faire un profit warning sur le CAPEX. Donc, tout ça, c'est tout nouveau, c'est complètement nouveau. Donc, c'est loin d'être un exercice facile, à la fois le calcul et aussi comment traiter le sujet. Et donc, le calcul du CAPEX prospectif, c'est un exercice itératif, c'est dynamique. On ne le fait pas une fois et on le gèle. Donc, tout ça pour dire que des échanges à porte fermée entre spécialistes, avec le CFO, des membres du comité d'audit, ça, c'est ce qu'il faut pour essayer d'avancer ensemble et à la fois sur le calcul, mais pour les administrateurs, c'est encore un peu moins le calcul, et puis sur la question de la disclosure. Donc, Chapter Zero est un lieu où des administrateurs qui ont de l'appétit pour la question de la décarbonation veulent améliorer leurs compétences à travers l'accès à des experts ou à travers le dialogue avec des praticiens, des pairs qui ont peut-être déjà un peu résolu ou pas et qui se posent les mêmes questions. Donc, moi, j'ai regardé les réponses des sociétés. J'en ai en tête une en particulier que je trouvais excellente et parce que c'est profond. Et en fait, ils ont répondu, cette société, elle n'a pas répondu le CAPEX qu'il me faut pour atteindre le net zéro, mais ils ont plutôt répondu, voilà l'enveloppe que je me donne, voilà les moyens que j'engage sur 10 ans, chaque année, la même enveloppe et qui couvre la R&D et le CAPEX, donc la R&D capitalisée et le CAPEX. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut pour arriver au net zéro, mais c'est ce qu'ils engagent. Et voilà, je trouvais que c'était une démarche saine. Merci beaucoup, Monica. Merci à tous. Donc maintenant, on va pouvoir passer à notre troisième et dernière table ronde sur le sujet du salaire décent, qui correspond au sujet, à la question 6 des campagnes 2020 et 2021 du FIR. Nous avons 3 intervenants et notre premier intervenant sur cette table ronde est Benoît Himot, ESG Manager chez Swiss Life Asset Management et qui a été en charge de l'analyse des réponses du CAC 40 relatives au salaire décent dans le cadre de la campagne du FIR. Donc Benoît, je te passe la parole pour nous résumer les questions, le choix, les raisons du choix de cette question et les principales conclusions. Merci. Oui, merci Marie et bonsoir à tous. Alors dans le groupe des analystes du FIR qui ont préparé la liste des questions pour la campagne écrite, on avait la volonté d'aborder l'enjeu de la fracture sociale et des inégalités. Alors parce que
pour nous, c'était une problématique qui concerne toutes les entreprises du CAC 40, quel que soit leur secteur d'activité, parce qu'elles sont toutes présentes dans des pays à bas coût. Les rémunérations peuvent être faibles, que ce soit à travers leurs implantations directes ou à travers leur chaîne d'approvisionnement. Alors, contrairement à d'autres enjeux extra-financiers, dont le climat et l'éthique des affaires dont on a parlé tout à l'heure, c'est un enjeu sur lequel il est peut-être plus difficile de démontrer un lien entre le comportement des entreprises en matière de rémunération et leur performance financière. Mais pour autant, en tant qu'investisseur responsable, membre du FIR, ça nous semblait être un sujet important à aborder dans nos analyses et dans nos actions d'engagement. Alors, le sujet des inégalités, de la fracture sociale, il peut être abordé par le haut de l'échelle, donc par le sujet de la rémunération des dirigeants. Et ça fait du sens. Ça fait du sens parce que il a une portée symbolique pour le grand public, et ça, on le voit chaque année au moment des assemblées générales. À chaque fois, il y a toujours une assemblée générale dont on parle parce que certains niveaux de rémunération font scandale, et c'est le cas cette année, par exemple, chez Stellantis. C'est aussi un niveau sur lequel, en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, on a un levier pour agir à travers le vote aux assemblées générales. Mais dans la campagne de questions écrites du FIR, il nous a semblé intéressant de regarder l'autre côté de l'échelle quand on parle d'inégalité, et donc à savoir les bas salaires dans les entreprises. Donc notre question, la question qu'on a formulée, elle visait à comprendre la manière dont les entreprises fixent la rémunération de leurs salariés et la manière dont elles s'assurent qu'elles versent un salaire décent, quel que soit le pays où elles sont implantées. Donc un salaire qui permet à leurs salariés, à leurs collaborateurs de vivre, eux et leurs familles, de manière décente, d'avoir accès, de couvrir les besoins essentiels. Donc, se loger, s'alimenter, être soigné, se déplacer, etc. En effet, il n'y a pas forcément un salaire minimum qui est fixé par la loi dans tous les pays du monde, loin de là. Et même quand il y a un salaire minimum qui est fixé par la loi, ce salaire minimum ne permet pas forcément toujours de couvrir les besoins essentiels. Parfois, à un niveau très faible, enfin assez faible, insuffisant pour couvrir les besoins essentiels si on s'appuie sur les avis d'organisations syndicales ou d'associations spécialisées. Donc, d'où l'importance pour nous de poser la question au sein du FIR. Alors, en 2020, la question, elle avait ciblé les salariés directement des entreprises du CAC 40. Et en 2020, on l'a élargi en fait aux fournisseurs aussi, pour nous intéresser aussi aux pratiques, à la façon dont les entreprises abordaient la problématique du salaire décent chez leurs partenaires, chez leurs fournisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé des réponses qu'on a reçues? Peut-être que par rapport à d'autres questions de la liste, on a été un peu déçus par les réponses fournies par les entreprises, et notre analyse, elle est restée à un niveau assez général. En fait, il y a une grande partie des entreprises qui n'a pas répondu directement à la question et qui a plutôt rappelé comment elles établissaient leur rémunération, à savoir en fonction de la législation locale et puis de benchmarks qu'ils réalisent sur le marché du travail dans les pays où elles sont implantées. Mais ce n'était pas une réponse, forcément la réponse qu'on attendait. Par contre, on a quand même eu des réponses un peu plus intéressantes. Il y a une partie des entreprises qui ont fait référence au dialogue social en disant l'importance, d'après elles, du dialogue social comme un moyen de réduire le risque lié à des rémunérations insuffisantes. Et donc, il y a certaines d'entre elles qui ont par exemple mentionné des accords cadres applicables dans l'ensemble de leur pays d'implantation, des accords cadres qui ont été signés donc avec les organisations syndicales sur les droits fondamentaux, qui engageaient leur groupe donc, à assurer des conditions de travail décentes à tous leurs salariés. Et ça pouvait aussi passer concrètement par le fait d'accorder des avantages sociaux supplémentaires dans des pays où la législation est en retard, par exemple en s'engageant à fournir une couverture santé à tous leurs salariés. Il y a une douzaine d'entreprises qui ont fourni des réponses un peu plus précises qui permettent de comprendre qu'elles s'interrogeaient en interne sur le niveau juste de rémunération.
y compris au-delà de leur périmètre strict de collaborateurs. Donc, il y a, par exemple, plusieurs entreprises qui ont indiqué qu'elles se faisaient accompagner par un prestataire externe pour mieux définir ce que c'était que le niveau de salaire décent en fonction de chaque pays et cartographier les risques existants là où elles étaient présentes. Et alors, il y a 5 entreprises qui ont reçu la note maximale dans notre évaluation, qui d'après nous, avaient semblé avoir formalisé leur démarche plus que les autres, notamment parce qu'elles avaient intégré l'enjeu du salaire décent dans leur politique de droits humains et tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'était sans doute une manière un enjeu intégré dans leur plan de vigilance. Alors, je vais les citer, c'est des bonnes pratiques et donc, qui méritent d'être citées d'après nous. Il y avait Michelin, il y avait Sanofi, il y avait Schneider Electric, Kering et L'Oréal. Alors concrètement, ça signifie que ces entreprises-là, elles ont fait évoluer, dans notre compréhension, elles ont fait évoluer leurs critères de sélection et de suivi des fournisseurs pour prendre en compte la politique de rémunération de leurs fournisseurs et elles ont pu mener des audits de certains fournisseurs sur le sujet pour comprendre concrètement comment elles rémunéraient leurs salariés. On a aussi eu des réponses intéressantes de par exemple, ArcelorMittal, Carrefour ou Total Energy, qui nous montraient qu'elles avaient pris en charge la problématique, qu'elles préparaient une formalisation de l'appréhension de la problématique du salaire décent dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, mais on comprenait que c'était encore work in progress et que c'est en fait encore un sujet qui est encore assez émergent pour un bon nombre d'entreprises et que des évolutions, on peut espérer voir des évolutions dans les années à venir. Merci beaucoup, Benoît. Donc, pour illustrer ces propos, on a voulu donner la parole à une entreprise pour qu'elle nous explique un peu la manière dont cette approche du salaire décent a été déclinée dans son entreprise. Donc, je passe désormais la parole à Gilles Vermaux-Desroches qui va nous expliquer comment cela est pris en compte et appliqué chez Schneider Electric. Comme l'a dit Benoît, Schneider fait figure de bon élève pour le FIR et aussi pour l'ESSEC. Donc, voilà, je laisse Gilles nous expliquer la démarche. Merci. Moi qui n'ai jamais été bon élève à l'école. Bonjour à tout le monde, Gilles Vermaux-Desroches. Merci de cette étude du FIR et puis merci aussi du FIR depuis quelques années. Moi, je trouve toujours intéressant pour les grandes entreprises qui parfois s'inquiètent des questionnaires, de voir en ces questionnaires à la fois de l'intelligence collective au regard de l'évolution des questions et puis, au fond, une manière d'embarquer les collègues d'une entreprise. Ça fait très longtemps que Schneider Electric n'a plus une direction qui répond à toutes les questions au nom des autres, c'est-à-dire une direction qui traduirait tout ce que fait l'entreprise dans les mots de ces grands questionnaires ESG, quel que soit l'auteur au niveau de la planète, mais saucissonne tous ces questionnaires pour que chacun soit responsable de ses réponses dans son métier, une manière comme une autre de le faire progresser. Et donc, on voit dans l'évolution de ces questionnaires, et singulièrement de ce troisième sujet, qui n'était pas à ce niveau-là dans les années précédentes. On parlait de climat, d'éthique depuis très longtemps, un point essentiel. Alors, avant de dire très précisément comment on fait, la philosophie de Schneider Electric, qui est de fait une entreprise qui mêle depuis 20 ans deux questions. C'est probablement pour ça qu'elle est bien notée. C'est important de le dire là pour que je précise ce que je vais dire sur les droits de l'homme et le salaire décent, et le travail décent. Une entreprise qui a la chance d'avoir fait réinventer son portefeuille stratégique au regard des enjeux climatiques pour faire aujourd'hui des solutions d'efficacité énergétique, de pilotage de la demande, d'intégration des énergies renouvelables, de réduction des émissions de carbone. Plus des 2/3 du portefeuille de Schneider Electric n'existait pas il y a 20 ans et l'entreprise s'est un peu réinventée autour de cet enjeu.
tout en maintenant un haut niveau de responsabilité sociale environnementale né de la mobilisation de ces entreprises mères et de ces capitaines. C'est toujours très important pour moi de citer ces capitaines. Depuis 1980, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, l'entreprise a en fait eu 3 patrons, Didier Punot-Valenciennes, Henri Lachmann, aujourd'hui Jean-Pascal Tricoire. Cette stabilité, lorsqu'on a des gens qui sont intéressés à ces enjeux de responsabilité culturellement et aussi pour percevoir l'efficacité, est probablement une des données dont on parle assez rarement et qui est clé pour avancer. Premier point. Deuxième point, nous, on a cette conviction, et mon évolution de job est liée à cette conviction, je suis maintenant le patron de la citoyenneté de Schneider Electric, que de fait, le climat est la question du siècle, mais que la question de la décennie est sociale. Sociale dans 2 aspects complémentaires, 3 aspects complémentaires. Un aspect qui est que si on va mettre des solutions tout à fait différentes aujourd'hui, digitales, d'économie circulaire, de fonctionnalités, etc., sur le marché, il va falloir, on dit souvent que dans l'électricité, vous allez voir, je fais un détour, mais il m'amène tout de suite à mon sujet. On dit dans l'électricité qu'on va investir en 20 ans autant que depuis le début de l'électricité, mais si c'est vrai en euros, ça doit être vrai en mobilisation et en compétences pour que tout le monde soit en capacité de changer son travail et en avoir un dans les 10 ans qui viennent. Le deuxième sujet, c'est que les entreprises, jusqu'à maintenant, se sont souvent comparées sur ces enjeux de ESG un peu chacune individuellement les unes derrière les autres, quand on est, comme on l'a été l'année dernière, la première entreprise réputée développement durable par Corporate Knife à Davos, c'est l'entreprise Schneider Electric dans ce qu'elle fait. Nous, on a la conviction que aujourd'hui c'est en bande et c'est dans les chaînes de valeur que va s'inscrire les enjeux d'ESG et de développement durable. Et puis, deuxième sujet, donc on a la conviction que dans les 10 ans qui viennent, c'est un enjeu social porté par 2 grands enjeux. Il n'y a jamais eu autant de jeunes sur la planète qu'il y en a maintenant, donc il convient de leur partager des compétences, et singulièrement dans les pays du Sud. C'est à la fois une dimension de responsabilité, mais aussi une dimension de vision économique et d'engagement pour partager le développement, et en le partageant, probablement contribuer à un meilleur équilibrage, j'ai envie de dire, de la paix, même si ce mot-là est compliqué dans la discussion aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, on ne fera jamais un rééquilibrage, y compris environnemental, si on n'a pas une grande politique de droits de l'homme sur la planète. C'est-à-dire, quand on parle de supprimer les délocalisations, d'avoir sur chaque continent l'ensemble des chaînes de valeur, etc., ça ne marche que s'il y a un respect de l'homme sur tout le monde et par tout le monde. Et donc, on a un fort engagement sur cet enjeu-là. Nous, on souhaiterait, dans les 5 ans, avec quelques expérimentations, mais dans les 10 ans sur tous nos produits, que quand je vends un produit Schneider Electric, vous en avez un ici, c'est une lampe pour les personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Quand je vends un produit chez Schneider Electric, il est aujourd'hui avec un label qui s'appelle Green Premium. On souhaiterait aussi que demain, le client soit sécurisé d'avoir un produit qui, sur toute la chaîne de valeur, ait respecté les droits de l'homme, depuis la mine, j'ai envie de dire, ou le premier acte humain sur des matières, jusque chez notre client. Et donc, on s'est engagé dans une logique sur les droits de l'homme et le travail décent. On l'a déjà fait dans le précédent Schneider Sustainability Impact, les 3 années 2017-2020, à l'intérieur de l'entreprise, au niveau mondial. Chaque fois qu'on a des indicateurs, ils sont mondiaux, pour s'assurer, avec des partenaires extérieurs comme BSR, comme des ONG, qu'il y avait un travail décent pays par pays pour tous les collaborateurs. Parfois, quelques surprises pour s'apercevoir que dans le fond d'une filiale, dans un endroit particulier du monde, pour quelques collaborateurs, ça n'était pas le cas. Et donc, on a fait un certain nombre de mises à jour, de progression, au-delà de la démarche corporate, à l'intérieur de l'entreprise, pour qu'on puisse par la suite le faire. C'est un sujet très compliqué, très compliqué, parce que moi qui ai piloté longtemps les enjeux carbone, c'est assez simple. On transforme tout en carbone, qu'on émette dans un coin du monde ou dans un autre, c'est toujours la même émission de carbone, etc. On voit déjà que pour la biodiversité, c'est plus complexe. Consommer de l'eau à Paris, ou consommer de l'eau en Afrique, ou consommer de l'eau en Asie, en Chine, etc., c'est très différent. Et on voit un des exemples de la biodiversité, il y en a beaucoup d'autres. Là, on voit quand même qu'il y a le problème des référentiels, de ce qui est opposable, de ce qui est travaillé. Il n'empêche que dans notre Schneider Sustainability Impact 2020-2025,
On a 6 lignes directrices. Être positif pour innover pour le climat, être très conscient des ressources et en réduire l'usage, être un acteur de confiance avec tous ses partenaires économiques, produire de l'équité et de la respectabilité auprès de tous les collaborateurs, s'occuper de toutes les générations et puis après avoir des indicateurs locaux. Donc on a 11 indicateurs mondiaux, ils servent aussi à la rémunération de 60 000 managers de Schneider, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'entreprise dans sa part variable de rémunération, de tous les collaborateurs de Schneider Electric en France sur leur intéressement et puis des actions de performance de 3 000 premiers, ça fait à peu près 100 millions de rémunération variable par an, dans ces 10 indicateurs pour être simple. Donc on pourrait dire facilement que chaque indicateur fait 10 millions de rémunération. Il y en a 2 qui nous concernent dans le sujet qui est aujourd'hui là sur la table. Le premier qui est de s'assurer que chez nos 1000 premiers fournisseurs, chaque collaborateur a un travail décent. Alors, il est question du salaire, mais il est aussi question de la manière de travailler, du respect des personnes, du respect de la négociation sociale, etc. On est en train de faire un cadre référentiel sur le sujet. Et puis échanger avec nos 1000 premiers fournisseurs pour avoir une idée précise. On a 50 000 fournisseurs chez Schneider et les 1000 premiers représentent à peu près la moitié des achats de l'entreprise, sachant que les achats représentent les 2/3 du chiffre d'affaires. Et on a un deuxième indicateur, donc qui est de faire des expérimentations. Celui que je viens de vous dire est assez horizontal. Schneider Electric, c'est fournisseurs de premier niveau pour s'assurer qu'il y a un minimum. Et on a des audits faits par des gens de Schneider ou par des tiers de confiance de ces enjeux chez nos fournisseurs. Et puis, deuxième indicateur, qui est un indicateur vertical, qui est donc plutôt prendre quelques produits, en tous les cas, entre aujourd'hui et 2025, et voir comment, en allant dans la chaîne verticale des fournisseurs, c'est une learning expédition, j'ai envie de dire, parce que tout n'est pas écrit d'avance. On avance sur la route et n'existerait pas sans les pas qu'on est en train de faire en ce moment, pour être capable de dire demain, ce produit-là que je vends, eh bien, je peux vous assurer qu'il a respecté les droits de l'homme tout au long de la chaîne de valeur et un travail décent, pour utiliser un mot qui est plus professionnel, mais dans lequel il y a un certain nombre de dimensions. Voilà, ça c'est la dimension nouvelle, parce que, pourquoi, et je reviens à ce mot de citoyenneté, parce que de fait, derrière le mot développement durable, aujourd'hui, on embarque souvent des enjeux climat. Quand vous demandez à n'importe quelle entreprise qu'est-ce qu'elle fait en développement durable, c'est sûr que la première réponse, et la seule quand il faut répondre de manière courte, c'est ce qu'on fait sur le climat. Derrière le mot citoyenneté, il y a un peu une obligation de rendre de la place au pilier humain. Et de toute façon, on ne sauvera pas, si on sauve la planète sans sauver l'humanité, ou en créant une humanité trop inégalitaire, trop diverse, et dont une partie de la planète ne respecterait pas l'autre, soit parce qu'elle préfère faire l'autruche, soit parce qu'elle considère que c'est comme ça qu'il faut vivre. Tout ça n'est pas durable non plus, d'où cette importance, peut-être en éclaireur, j'ai envie de dire, d'associer à très très haut niveau dans l'entreprise cette mobilisation du travail décent. Quand je dis à très haut niveau, puisque Jean-Pascal Tricoire, notre président, qui est un des représentants du monde de l'entreprise, je crois qu'il y en a 4 dans le board du Global Compact à l'ONU, il assume la responsabilité pour le board du Global Compact du workstream travail décent. Merci beaucoup, Gilles. Je suis désolée, on est très en retard, mais on a quand même une dernière intervention très importante. Donc, on va essayer d'être concis, mais on squeezera notre conclusion, Marie, d'accord? On squeeze la conclusion et on laisse Nathalie parler. Voilà. Donc, Nathalie, qui est membre de la promotion 2021 du programme Women Board Ready de l'ESSEC, et qui donc va nous faire son retour d'expérience sur ce sujet du salaire décent et la question particulièrement du FIR. Nathalie, je vous passe la parole tout de suite. Merci, bonsoir à tous. Et c'est un vrai challenge pour moi de faire très très vite en conclure, parce que le sujet est super intéressant. Je voulais rebondir sur l'intervention précédente et dire que sûrement aussi la crise sanitaire avait accéléré cette prise de conscience des entreprises sur la nécessité de protéger le capital humain. Et c'est remarquable de voir maintenant, avec l'engagement, notamment j'en parlerai en conclusion, de la Commission et de l'Europe sur le travail décent, d'avoir cet engagement de la communauté internationale maintenant assez unanime, reconnaissant le travail décent comme un facteur clé du développement durable. Donc ça, c'était pour un petit propos liminaire.
La question, peut-être la répéter, avez-vous une définition du salaire décent ne se limitant pas au salaire minimum légal local? Si oui, laquelle? Comment votre société s'assure-t-elle que ses salariés, mais aussi les salariés de ses fournisseurs, bénéficient d'un salaire décent? Alors, donc, comme Françoise l'a mentionné précédemment, donc, je relate en fait les résultats, les impressions et les résultats du travail de groupe qui a été fait avec mes collègues dans le cadre du travail diligenté par Viviane. Un premier constat, une très grande hétérogénéité dans la qualité des réponses qui ont été faites par les entreprises interrogées. Alors, cette hétérogénéité, elle peut s'expliquer par une différence de niveau d'expérience et de compétences des personnes qui ont été respectivement chargées par les entreprises de préparer les réponses. C'est très net. On voit vraiment une grande différence de qualité dans les réponses. Ce serait vraiment très intéressant pour la prochaine fois d'obtenir des informations sur les auteurs de la réponse et surtout aussi d'avoir peut-être, en termes d'indication d'environnement, des informations sur la place de la fonction RSE dans l'organisation interne et, sur le degré aussi d'implication des dirigeants au sens large dans la validation des réponses qui sont faites. Parce que, contrairement à ce que, malheureusement, à ce qui a été évoqué par Schneider Electric, il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent un canal unique ou quasi unique pour préparer toutes ces réponses. Donc, une grande hétérogénéité et une disparité aussi dans les degrés de maturité atteints par les entreprises sur cette question et dans le traitement de cette question dans le cadre de la politique RSE. Il nous a semblé que ce serait intéressant de bien limiter les comparaisons au sein d'un même secteur d'activité parce que les entreprises ne sont pas forcément confrontées au même type de risque suivant le secteur. Alors, sur l'exercice du questionnement à proprement parler, les questions étaient quand même très ouvertes, ce qui laissait la possibilité de donner des réponses d'une qualité variable et quand même assez difficilement comparable. Donc, une suggestion pourrait être par exemple d'adresser un questionnaire pour cadrer un petit peu le questionnement et de manière à pouvoir obtenir une illustration sur la prise en compte de cette problématique, sur les actions qui sont menées et surtout les ambitions de l'entreprise à moyen terme sur la question. Demander aux entreprises de distinguer de ce qui relève effectivement de la conformité à une exigence légale ou réglementaire des actions qui sont menées dans le cadre de leur trajectoire RSE ou d'initiatives collectives qui sont portées avec d'autres acteurs dans le domaine du développement durable. Je pense que avec ce réveil qui est un peu forcé avec la crise sanitaire et aussi la loi sur le devoir de vigilance qui est en train d'être mise en application et la nouvelle directive qui arrive, je pense que les entreprises sont en train vraiment de bosser dur sur le sujet et que l'année prochaine, ça va être assez intéressant de voir les analyses d'écart. Le caractère répétitif des questions d'une année sur l'autre, à notre avis, a pu desservir un petit peu l'exercice et décourager les gens dans leurs réponses. Nous nous sommes dit qu'il serait vraiment utile, à minima, de compléter les questions par une recherche d'analyse de gap par rapport à l'année précédente, ce qui permettrait aussi de pouvoir valoriser les progrès qui ont été faits par les entreprises, pas seulement par les champions. Donc, enfin, fallait-il interroger seulement sur la notion de salaire décent ou en tout cas ne fallait-il pas recadrer la notion de salaire décent dans un cadre un petit peu plus large et notamment dans le cadre du travail décent. Cette question aurait pu être complétée par la description des actions menées visant à garantir à tous les collaborateurs sur une base mondiale l'accès à un travail décent et de voir dans quelles conditions l'entreprise peut le garantir ou obtenir cette garantie de la part de leurs fournisseurs ou de leurs sous-traitants. Le travail décent, c'est un élément qui est majeur aujourd'hui, c'est un facteur clé, ça a été reconnu comme facteur clé du développement durable, ça a été souligné par l'OIT, et c'est porté par un objectif de développement durable qui est l'objectif numéro 8, promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et le travail décent pour tous.
quand on rentre un petit peu plus dans le détail, et j'y viendrai en conclusion sur l'acception que l'on peut avoir du travail décent, il y a réellement une place pour discuter du salaire décent. Et les nouveaux travaux de la Commission et de la nouvelle directive, directive européenne sur le droit de vigilance en est une parfaite illustration. Alors, maintenant, si l'on rentre un petit peu dans l'exercice que nous avons mené, par rapport à l'analyse du FIR, nous avons complété les réponses des entreprises en regardant les rapports annuels. C'est-à-dire que nous n'avons pas regardé l'analyse du FIR, on a essayé de faire notre propre opinion et après de faire une comparaison et de voir un petit peu les analyses de gap. Bon, on est tout de même assez proches. Donc, on a complété les réponses en allant voir les rapports annuels, en allant voir aussi les communications spécifiques des entreprises sur le sujet, et ça a apporté réellement des compléments assez intéressants. Ce qui fait dire qu'en fait, les entreprises n'ont pas toutes accordé le sérieux qu'elles auraient dû accorder au traitement de la réponse, au traitement de la question du FIR. Notre méthode d'appréciation des réponses des entreprises a été plus holistique et elle a largement dépassé le cadre du salaire. La notion de salaire décent. C'est-à-dire qu'on a également regardé les avantages post-recrutement, je dirais, qui ont pu être donnés aux salariés. Et donc, on a apprécié le package salarial, donc avec les avantages sociaux, les primes de fin de contrat, les avantages et primes retraite, les contrats de santé prévoyance, tout ce qui est aussi dispositif de formation qui peut avoir un impact sur l'employabilité, tout ce qui est partage de valeur, etc. L'absence de définition du salaire décent n'a pas toujours été retenue comme un facteur négatif dans l'évaluation, lorsque la société se reconnaissait dans l'application des droits, la sauvegarde des droits humains sous l'aune des dispositions de l'OIT, et qui portait la défense à l'accès d'un travail décent pour ses salariés. Alors, les sociétés, en fait, je ne vais pas rentrer à nouveau dans l'analyse du détail peut-être des réponses, parce que finalement, on a relevé à peu près les mêmes conclusions que le FIR a relevé en termes de ce que les entreprises ont pu mettre en place ou pas mettre en place. En termes de réflexion, ce qui nous a interpellés, c'est que les sociétés qui n'avaient pas répondu d'une manière assez complète ou qui ne semblaient pas très matures, sans parler des champions, semblaient quand même assez en retard dans leur trajectoire RSE. Et ne semblait pas encore avoir compris que l'exemplarité, c'est tout de même le meilleur moyen d'embarquer les fournisseurs et sous-traitants sur la même voie. Donc ça, c'est une question aussi, ça pose aussi la question de l'approche de ces sociétés de leur devoir de vigilance, parce qu'on est complètement dans ce cercle-là, et des actions qu'elles mènent pour identifier et prévenir donc les astreintes aux droits humains qui pourraient résulter de leur activité ou de l'activité de leurs fournisseurs et sous-traitants. Parce que, je veux dire, après tout, des salariés qui seraient exploités avec un salaire non décent, je veux dire, rentrerait complètement dans le cadre des atteintes graves aux droits humains, et donc ils verraient leur responsabilité au titre de leur devoir de vigilance complètement engagée. Alors, en dehors des sociétés qui n'ont carrément pas répondu à la question ou qui se sont tenues à une approche de conformité au salaire minimum légalement applicable, des sociétés qui, elles, n'ont pas encore mis en place cette notion de salaire décent ou d'application d'un salaire décent et qui restent encore dans l'application d'un salaire minimum dans certaines parties du globe, je dirais, se pose tout de même la question de savoir ce qu'il en est de ce salaire minimum. Et pas mal d'entreprises se réfèrent effectivement, comme Schneider Electric l'a mentionné, à des organismes tiers indépendants
pour les aider à mesurer les salaires qui sont versés et à travailler aussi sur l'amélioration des salaires minimums dans certaines zones géographiques où le salaire décent n'est pas encore mis en place. Quelques sociétés très minoritaires ont adopté une définition du salaire décent et se sont engagées, même au niveau du groupe, sur le versement d'un salaire décent à 100% de leurs collaborateurs. Et en intégrant cette exigence aussi dans leurs relations avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Alors, ces sociétés, il y en a pas mal qui suivent des prescriptions de référentiels internationaux qui ont été cités précédemment, comme le Global Living Wage Coalition, qui aussi propose une définition du salaire vital, les conventions de l'OIT, le Pacte mondial et le groupe LEAD, ou encore le Global LEAD, le BSL, le recours au BSR, le Business for Social Responsibility, pour mettre en œuvre un engagement vers le salaire de subsistance, ou bien la collaboration avec des organismes tiers indépendants tels le B4IG pour vérifier en fait le niveau de salaire qui est pratiqué dans les sociétés. Il est intéressant de noter qu'une entreprise a spécifié l'inclusion expressément, l'inclusion des conditions de travail décentes, d'une rémunération décente et d'une protection sociale décente dans l'approche de vigilance de leur groupe. C'est donc bien que c'est vraiment là, à notre avis, vraiment une clé du règlement du problème. Certaines entreprises ont été très transparentes sur les difficultés auxquelles elles faisaient face dans la mise en place au niveau mondial de leur salaire décent. Et devant cet aveu d'échec pour le moment, elles ont affirmé avoir lancé une démarche d'évaluation des écarts et de travailler sur le sujet. Donc, je pense que ce sera intéressant, plus que jamais, de ne pas reposer exactement la même question, mais bien de demander une analyse d'écart par rapport aux réponses de l'année précédente. Alors, peut-être pour conclure, une ouverture au travail décent et aux récents travaux de la Commission européenne sur les sujets du salaire décent et du travail décent. Dans sa communication du 23 février 2022, la Commission européenne a confirmé sa détermination à renforcer son engagement actuel et ses actions en faveur de la promotion d'un travail décent. Donc, elle s'inspire de 4 éléments qui sous-tendent le concept universel de travail décent qui a été élaboré par l'OIT et reflété donc dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, la promotion de l'emploi, les normes et droits du travail, y compris l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, la protection sociale, le dialogue social qui est essentiel justement dans la négociation des salaires et le tripartisme. Dans cette acception, il y a vraiment la place pour la promotion d'un droit au salaire décent. Si la future directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité viendra renforcer le comportement durable et responsable des entreprises tout au long de la chaîne des valeurs, de valeurs et de leur supply chain au niveau mondial, ce sont bien les entreprises qui jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'une économie et d'une société durable, puisqu'en fait, elles sont bien tenues de prévenir, faire cesser ou atténuer les incidences négatives de leur activité sur les droits de l'homme, travail des enfants, exploitation des travailleurs notamment. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus. J'espère ne pas avoir pris trop de temps et nous avons à disposition, nous mettrons à disposition le lien sur les communications de la communauté européenne sur le sujet. Merci beaucoup Nathalie et j'en profite pour remercier toute la promo que j'ai fait travailler, peut-être de manière indécente d'ailleurs, je les ai fait beaucoup travailler, mais voilà, j'ai continué de mon côté, stimulée par la table ronde qu'on a organisée avec le FIR et grâce à un grand engagement de Marie, j'ai envoyé à vos responsables de promo le document final, en tout cas en espérant que c'est le final. Et voilà, vous allez le recevoir et vous me direz ce que vous en pensez. On le portera maintenant comme document de recherche. Et j'espère bien qu'on continue aux côtés du FIR et voilà, dont on apprécie beaucoup, beaucoup, nous aussi, la démarche et l'engagement. C'est un moyen d'ouvrir des sphères, de ne pas rester juste
voilà, dans le cadre des analyses financières et de pouvoir porter toutes ces causes autrement dans toutes les sphères qu'on peut, voilà, qu'on peut aborder pour rendre audibles ces sujets et compréhensibles ces sujets. Donc, merci Marie. Et du coup, pas de conclusion, je m'arrête là. Merci beaucoup.